Je suis la maman de deux petites filles, toutes les deux nées à la maison, sans assistance. Ça m'a toujours fait peur d'accoucher. Euh, je suis moi-même née par césarienne, donc les histoires que j'entendais autour de l'accouchement, c'était pas des histoires forcément très joyeuses. Euh, et donc en fait, moi, je m'étais toujours mis en tête que quand j'aurai des enfants, j'accoucherai moi aussi par césarienne. Et, et donc quand je suis tombée enceinte, j'ai commencé le suivi classique chez un gynéco. Et, et en fait, j'ai été assez vite déçue par ce qui nous était proposé, euh, dans le sens où euh, le rendez-vous de la première échographie a été un petit peu euh, difficile, dans le sens où le gynéco avait plusieurs heures de retard, euh, et que moi j'étais du coup dans les premières semaines de grossesse, donc j'étais quand même pas mal fatiguée. Euh, Lui, il se trouvait à 1 heure de route de chez moi, et donc voilà, par-dessus ça se rajoutaient ces quelques heures de retard. Et quand il nous a reçus, voilà, on sentait qu'il était pressé. Et, et en fait, voilà, l'échographie s'est faite euh, vraiment à la va-vite. Euh, alors que c'était un moment qui était censé être magique. Et puis très rapidement, euh, alors que tout allait bien, les échographies étaient bonnes, mon état de santé était bon, euh, le gynéco m'a carrément sorti la feuille de ses honoraires pour une césarienne. Le fait qu'il me parle de césarienne, ça m'a fait comme un électrochoc où je me suis dit, bah non en fait, j'ai pas envie d'accoucher de cette façon-là. À ce moment-là, ça n'allait pas plus loin, ma réflexion n'allait pas plus loin, mais je savais que la césarienne ne me parlait pas du tout. Voilà. Et bien que j'ai été, parce que je suis assez menue de composition, on m'a souvent dit que bah, moi j'aurais du mal à accoucher, toute menue que j'étais, comment je ferais pour sortir un bébé. Et donc il s'avère que j'avais une connaissance qui était doula, et à qui je me suis confiée par rapport à ce rendez-vous. Et je lui ai fait part aussi de mon désarroi, un petit peu perdu. Et après m'être confiée, elle m'a posé la question de pourquoi est-ce que j'accoucherais pas toute seule. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais ah bon, c'est possible? Je sais pas. Je n'ai jamais entendu personne me parler d'un accouchement seul chez elle. Donc, de prime abord, ça m'avait pas, ça m'a fait plus peur qu'autre chose. Et puis en fait, bah, la graine a été plantée à ce moment-là dans mon esprit, et elle en est jamais partie. J'ai commencé à lire beaucoup sur l'accouchement physiologique, sur le processus en fait de la naissance. Je me souviens avoir regardé beaucoup de vidéos. Je m'étais acheté la formation de Quantique Mama. Et en fait, bah, je me suis rendu compte, en regardant les vidéos euh, d'accouchement autonome, euh, ça me créait des angoisses.
que j'allais somatiser plus tard. Et en fait, je me suis servie de ce que j'avais pu ressentir pour essayer d'aller peut-être guérir ce qui avait besoin d'être guéri, ou en tout cas essayer de comprendre ce qui me faisait peur là-dedans. Parce que dans les vidéos que je regardais de femmes qui enfantaient librement, en fait, les bruits, les cris, les grognements que faisaient les femmes en question me faisaient vraiment peur. J'avais l'impression que c'était vraiment des cris de douleur, que c'était un supplice en fait. Et dans ma tête, c'était mais moi je suis pas capable. Je suis pas capable de vivre ça. Enfin, je vais mourir. Ouais, si je vis ça, je meurs. Et, et pour autant, je me suis pas fermé la porte justement de l'accouchement autonome. Après, je suis quelqu'un d'assez obstiné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai quelque chose en tête, c'est très compliqué de me faire dévier de mon objectif. Et donc là, mon objectif, c'était de me préparer pour accoucher seule chez moi. Et ça allait me demander un gros travail sur moi, sur mes peurs, sur ce que je voulais et sur le pourquoi. Et donc en fait, il s'est passé quelque chose à la maison. On faisait un petit peu la chasse aux fourmis dans le jardin et il s'avère que j'en avais parlé à ma mère qui m'avait soumis l'idée qui a priori était efficace de débouillanter les fourmilières. Et donc moi je me suis dit oui, allons-y. Donc j'ai préparé une énorme marmite que j'ai fait bouillir. Et après, j'ai porté ma marmite, donc j'étais à 4 ou 5 mois de grossesse. Et donc, j'ai pris ma marmite et puis je suis montée tout en haut du jardin, parce qu'on a un jardin qui est assez abrupt. Et donc, j'essaye d'aller jusqu'à la fourmilière en question, et j'étais en savate, et ça glissait. Et donc, et ben, je suis tombée avec la marmite d'eau bouillante. Voilà. Donc, je me suis brûlée toute la, tout le haut de la poitrine, tout le bras ici jusqu'au bout des doigts. Avec le recul, je suis très reconnaissante d'avoir eu cet accident parce que il a été très constructif et instructif. Euh, Déjà, ça a été une douleur. J'en tremble rien que d'y repenser. La douleur de la brûlure, c'est vraiment, c'est au-delà de la douleur des contractions. Parce que là, c'est du non-stop et c'est très, très, très intense, quoi. Et donc, j'étais dans un état tel, voilà, je criais de douleur et, et je me suis allongée sur le sol, sur le carrelage, et j'essayais de me calmer, j'essayais de visualiser voilà, de l'eau froide qui me passait par-dessus tous les endroits où j'étais brûlée. Et en fait, mon homme est resté à côté de moi et il est resté très calme, à être doux dans ses mots, à être soutenant. Et il n'a pas paniqué une seule fois. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui a été vraiment capital dans la confiance que j'ai pu lui accorder. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que dans une situation d'urgence,
il était capable d'être là sans paniquer et sans me transmettre son stress. Parce que évidemment qu'il était stressé, mais il me l'a pas transmis, ce stress. Donc ça, très important pour la suite. Bon, après, je me suis soignée seule. Je n'ai pas consulté. J'ai pas consulté. Alors, je suis infirmière de formation, donc ça aide. Mais donc, je n'ai consulté personne et je me suis soignée toute seule, au miel. Et, et en fait, très régulièrement, je gardais cette image d'une rivière gelée qui coulait tout le long de mon corps, tout le long des zones qui me brûlaient. Et en fait, ça m'a été mais d'une aide incroyable. Ça a vraiment aidé à apaiser dans les moments un petit peu de pic douloureux. Donc déjà là, je commençais à expérimenter la puissance de l'esprit et des visualisations. Et par la suite, j'ai commencé à sentir mon bébé bouger dans mon ventre. Et, et je pensais que ce moment-là, j'allais vraiment en garder un beau souvenir. Et il s'avère que c'est pas du tout, c'est pas du tout comme ça que je l'ai perçu. Euh, Ça m'a créé des angoisses euh, que j'arrivais juste pas à gérer. Voilà, j'avais l'impression d'être dépossédée de mon corps, j'avais l'impression d'avoir un alien dans mon corps et en fait, chaque, euh, chaque mouvement que je percevais, c'était, j'étais vraiment pas sereine, quoi. Et, et en fait, j'ai somatisé complètement cette angoisse et je me suis déclenché des migraines, mais des migraines non-stop. Voilà, j'avais même du mal à dormir la nuit tellement j'avais mal. Je ne pouvais pas être à la lumière du jour, donc je restais dans le noir. C'était c'était à me cogner la tête contre les murs, quoi. Et je me souviens avoir même pris du Doliprane. Alors, en aparté, ça fait des années que je ne prends plus aucun médicament et que je me soigne par mes propres moyens avec mes propres remèdes. Et donc, me résoudre à prendre un Doliprane, c'était c'était quand même pas rien pour moi. Mais le Doliprane n'ayant pas d'effet particulier, bah, du coup, je suis restée tout ce temps avec mes migraines sans pouvoir atténuer la douleur. Et, et ça a duré une dizaine de jours. Donc j'ai eu le temps de réfléchir et d'essayer de comprendre. Je ne suis pas une migraineuse. C'est de ma vie, j'ai dû faire 3 migraines en comptant celle-là. Donc je ne suis pas quelqu'un à tendance migraineuse. Et par contre, je suis quelqu'un qui somatise énormément. Euh, et, et donc, pendant tout ce temps, j'ai pu réfléchir et essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que j'avais ces migraines? Euh, que j'étais persuadée que j'avais quelque chose à comprendre de ce qui m'arrivait. Et j'ai fini par me dire, mais ça me prend la tête, ce bébé qui bouge à l'intérieur de moi. Et en fait, ça me crispait tellement, c'était tellement angoissant pour moi que je l'ai somatisé en migraine. Et du moment où j'ai pris conscience de ça, les migraines sont parties toutes seules et en très peu de temps. Et du coup, j'ai réussi à partir de là à lâcher prise et à voir d'un œil un petit peu différent les mouvements de mon bébé où en fait à partir de là j'ai compris qu'il fallait juste me réjouir d'avoir un bébé
dans mon ventre qui bougeait et que c'était une bonne chose et que ça ne me mettait pas en danger, ça ne mettait pas en danger mon intégrité ni mon corps et que tout allait bien. Et donc ça, c'est vraiment les deux épisodes marquants pendant ma grossesse, euh, vraiment qui ont été en quelque sorte initiatiques. Et je suis sortie de ces deux expériences-là en me disant, ça, c'était ma préparation à l'accouchement. Voilà. Et réellement, c'était vraiment une très bonne chose que je vive ces niveaux de douleur-là pendant ce laps de temps-là. Parce que c'était pas des temps courts, c'était pas des douleurs qui duraient 1 heure, c'est des douleurs, que ce soit pour la brûlure ou pour les migraines, qui se sont prolongées sur des jours et des jours et des jours et qui étaient sans interruption. J'avais choisi de consulter une sage-femme, voilà, pour le reste de la grossesse. J'avais annoncé clairement à la sage-femme que mon projet était d'accoucher à la maison. Et je lui avais demandé si elle était prête à me suivre avec cette donnée-là. Et elle m'avait dit oui. Donc, je sentais quand même des réticences, mais j'ai quand même continué avec elle. J'y allais plus pour me donner bonne conscience, pour ce qui était des préparations à l'accouchement, etc. Je ressentais pas le besoin de faire ça avec elle, parce que j'avais quand même un doute. Je la sentais pas très à l'aise avec la physiologie, avec mon projet en fait. Et donc j'étais allée voir une sage-femme échographiste pour la troisième écho. Et donc on était en plein dans la folie du début du Covid. Et elle avait refusé que mon homme assiste à l'échographie, alors que son cabinet était immense et que elle aurait très bien pu le mettre dans un coin. Et puis nous, on était tout au bout de la pièce à faire l'échographie. Il n'y avait pas de risque de contamination. Bref. Et donc ça a été assez électrique comme consultation parce que clairement, j'étais pas du tout d'accord avec ce qui se passait. Euh, j'ai même dit à la sage-femme que bah, si elle refusait mon homme, bah, je voulais pas faire d'échographie et que et qu'on annulait la consultation et puis qu'on s'en allait. Et puis bon, mon homme a insisté pour que je fasse quand même l'échographie même sans lui. Ça a nourri cette espèce de méfiance que je pouvais avoir vis-à-vis des soignants qui prennent en charge les femmes enceintes. Et donc les seuls examens que j'acceptais, c'était la prise de sang pour vérifier la toxoplasmose et pour vérifier mon anémie, parce que j'étais quand même bien anémiée. Voilà, c'était ce que je faisais tous les mois et c'est tout. Pour ce qui est des autres examens, j'ai tout refusé. J'avais quand même accepté le test du streptocoque que j'avais voulu faire moi-même parce que je ne pouvais pas envisager qu'on me touche. Et puis sur la fin de la grossesse, la sage-femme m'explique qu'il va falloir que je prenne un rendez-vous avec un anesthésiste à la maternité. J'ai du coup fait ce rendez-vous euh, où on m'a posé des questions par rapport à la péridurale et tout. Bon, j'ai fait le rendez-vous, mais en sachant que je ne remettrai pas les pieds ici. On avait profité du coup d'aller à ce rendez-vous pour demander à voir les locaux de la maternité. Et on m'avait refusé l'accès sous prétexte du Covid. Donc, donc ça a fini de m'agacer
Et donc voilà, on est reparti du rendez-vous anesthésiste euh, en ayant la certitude qu'on ne remettrait pas les pieds là-bas. Et puis mon terme approchant, euh, je me rappelle que le dernier rendez-vous que j'ai fait avec la sage-femme, elle m'a annoncé qu'elle avait mis au courant la cadre du service de maternité de mon projet d'accouchement à la maison. Et ça s'est fait sans mon accord, sans même m'en aviser. Et quand elle m'a annoncé ça, je me suis sentie prise au piège. Comme il y avait de grandes probabilités pour que je sois en dépassement de terme, la sage-femme m'a dit que à partir de maintenant, elle ne pourrait plus me suivre et qu'il fallait que j'aille faire le suivi de dépassement de terme à l'hôpital pour aller faire les monitorings tous les jours ou tous les 2 jours. Voilà, mais qu'elle mettait fin du coup au suivi. Et donc, je lui ai quand même demandé s'il était possible que je l'appelle une fois que j'aurai accouché, pour qu'elle vienne vérifier que tout va bien, ou si j'avais besoin, moi, pour quoi que ce soit. Euh, voilà, je lui ai demandé si je pouvais compter sur elle. Et donc, elle m'a dit que oui, je pourrais l'appeler, mais seulement une fois l'accouchement terminé. Et puis les jours passent et j'apprends qu'elle est en vacances. Qu'elle est en vacances et que donc du coup, voilà, sa période de vacances couvre largement ma date de terme et les jours suivants. Donc, bon, bah, clairement, j'ai fait une croix sur elle. Parler à mon subconscient, en tout cas de questionner mon subconscient et de cette façon essayer d'obtenir des réponses. Et donc, en fait, le soir, avant de m'endormir, je posais une question assez précise au sujet de l'accouchement. Et donc j'ai fait plusieurs rêves qui m'ont effectivement apporté des réponses et, et qui m'ont permis euh, de vraiment gagner en confiance par rapport à ce que mon moi profond voulait vivre. Je me souviens d'un rêve. euh, le soir, j'avais posé une question du genre, est-ce que j'aurais besoin d'aller à l'hôpital pour accoucher? Est-ce que j'ai besoin, pour que ça se passe bien, d'aller à l'hôpital pour accoucher? Et cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Et en fait, dans ce rêve, j'étais justement dans un hôpital. Et en fait, tout le personnel était menaçant. Euh, Menaçant, irrespectueux, violent. Et c'était une atmosphère qui était vraiment très anxiogène. Je me suis réveillée de ce rêve-là en me disant, ok, là c'est bon, j'ai compris. Ce sera pas, c'est pas pour moi la maternité, quoi. Quand j'avais des angoisses, je me rappelais les réponses que je pouvais obtenir dans mes rêves. J'ai choisi aussi de consulter une hypnothérapeute euh, pour essayer justement de m'apaiser par rapport à cette idée que je me faisais de l'accouchement. Euh, Ce qui m'a permis quand même d'être un petit peu plus sereine. Euh, J'écoutais beaucoup aussi de méditation et j'avais fait une communication connectée avec ma petite parce que j'ai fait une mini formation de communication animale et j'avais demandé à la prof de cette formation si il était possible que je communique avec mon bébé in utero et elle m'avait dit oui. Donc j'ai essayé.
Et donc, dans la communication, voilà, ma petite me disait comment elle se sentait, comment elle voyait, elle, les choses quant à sa naissance. Voilà. Et donc, ça m'a aussi confortée dans le projet qu'on avait. Je m'étais fait au fil de mes lectures aussi des mémos. Je m'étais fait des feuilles euh, en fait pour mon homme, pour que le jour J, il sache quoi faire en cas d'hémorragie, en cas de tour de cordon, de procidence du cordon. Voilà, j'avais fait plusieurs feuilles comme ça, synthétiques, sur les conduites à tenir. Et à mon grand désespoir, il n'a pas réussi à se mettre sur les lectures que je lui suggérais. Ce qui fait que moi, ça rajoutait un petit peu à mon sentiment d'angoisse. Je me sentais très seule. Je me rappelle aussi avoir regardé beaucoup de vidéos d'animaux qui donnaient naissance. Et en fait, plus que de regarder les femmes qui accouchaient, voir des animaux mettre bas, c'était vraiment quelque chose qui me réconfortait énormément parce que ça paraissait fluide, ça paraissait simple, ça paraissait normal. Enfin, c'était, c'était un non-événement. Et puis pendant toute la mise bas, euh, euh, elle bougeait, elle se mettait dans des positions différentes. Et il n'y avait pas de cris. Et je lisais énormément tous les témoignages des femmes qui avaient été jusqu'au bout de leur enfantement libre. Et je prenais vraiment le temps de m'imprégner de chaque récit. Et je faisais attention à ce que ça me faisait ressentir pendant la lecture. C'est-à-dire qu'en fait, dans les récits que je lisais, à chaque fois, ce qui me faisait peur, c'était la phase de désespérance. Cette phase de désespérance me terrifiait. Et donc, j'essayais de comprendre comment chacune traversait ça et je posais des questions et j'essayais d'intégrer le fait que c'était une phase normale et que, en fait, j'avais du mal à concevoir ce truc de se dire que là, on va abandonner, que là, on va mourir, que là, cet extrême-là, c'était très compliqué pour moi de le comprendre. Et donc j'avais besoin de lire beaucoup à ce sujet-là et de m'imprégner le plus possible des témoignages des autres mamans. Ce qui a été important aussi dans ma préparation mentale, c'était de changer un petit peu de regard. Et changer de regard, c'était changer déjà de termes, de vocabulaire. Ça paraît tout bête, sauf que c'est quand même hyper important. C'est-à-dire que le fait de parler plutôt d'intensité au lieu de parler de douleur, ça permet quand même de voir les choses différemment. Le fait de se dire que l'intensité est importante dans le processus de la naissance parce que c'est un guide, ça change toute la perception qu'on peut après avoir pendant l'accouchement. Et le fait de, voilà, de s'habituer à un nouveau vocabulaire, même simplement quand on se projette, ça permet que le jour J, il n'y ait justement pas de peur. Même si on ne sait pas à quoi s'attendre, parce que chaque accouchement est différent et que on vit l'accouchement qu'on a besoin de vivre et on n'a pas de contrôle
là-dessus. Le fait de comprendre que la douleur, c'est vraiment un chemin, c'est vraiment un guide, c'est vraiment, si on est à l'écoute de son corps, la douleur va s'atténuer, l'intensité va s'atténuer selon les positions. Et c'est important de trouver les positions justement qui soulagent parce que c'est ce qui permet la progression du bébé. Donc la douleur est vraiment pas une ennemie, c'est une alliée. Et il faut avoir le courage, la volonté de travailler avec. Et pour cet accouchement-là, je me souviens avoir énormément lutté. J'avais beau le savoir, ça n'empêche que c'était la première fois pour moi. Et que ça impressionne, mine de rien, ça impressionne. Parce qu'il n'y a rien qui peut nous y préparer, vraiment. Tout au long de ma grossesse, j'ai fait l'expérience de, euh, du fait qu'il valait mieux ne pas parler de ce genre de projet parce que, en fait, les gens à qui j'en ai parlé m'ont juste inondé de leur propre peur. Et je suis d'une nature déjà sensible, voire hyper sensible, mais en étant enceinte, c'est décuplé. Donc, j'ai eu deux, trois déconvenues comme ça, euh, où en fait j'étais plutôt quand même discrète sur notre projet, mais quand on nous posait la question, je répondais que voilà, on avait envie d'accoucher à la maison. Et du coup, après, j'ai décidé de ne plus en parler à personne. J'ai dépassé le terme de 10 jours. Et je me rappelle que cette dernière semaine, euh, c'était fatigant émotionnellement. Parce que euh, j'avais un petit peu quand même cette pression d'accoucher. Parce que les jours passaient et que, soi-disant, ça devenait dangereux de toujours avoir ce bébé dans mon ventre. Je me rappelle que j'étais pas mal sous pression parce que je savais que je pouvais pas téléphoner à ma sage-femme. J'avais pas non plus envie de mettre les pieds à la maternité. Et donc, voilà, j'avais que. Il n'y avait que la confiance qui me restait. Et la foi que tout allait bien et que tout allait bien se passer. Et j'ai pété un plomb, je sais plus pourquoi. Euh, et mon homme a décidé de qu'on parte en week-end.